Al-24, édition spéciale consacrée à la guerre contre l'Iran. Nous sommes presque à la 4e semaine. Une guerre, quoi qu'il arrive, modifiera les lignes d'équilibre stratégique de toute une région, en l'occurrence le Moyen-Orient. Et l'information du jour, commençant par là, les menaces des frappes américaines visant les centrales électriques iraniennes si l'Iran ne libérerait pas le détroit d'Ormuz sous 48 heures, aurait été reporté d'après Donald Trump car les discussions seraient en cours d'après lui avec Téhéran, sauf que quelques heures plus tard, l'interlocuteur supposé iranien a démenti. Trump va plus loin, il annonce même un possible contrôle du détroit d'Ormuz conjointement avec l'Iran. Comment comprendre de telles déclarations ? On se posera ces questions et bien d'autres lors de notre heure d'échange. À tout de suite. Et c'est la télévision d'État iranienne qui rétorque à Donald Trump après sa déclaration de ce matin. Aucune négociation directe ou indirecte avec l'administration Trump serait en cours. Selon les Iraniens, de telles déclarations seraient un stratagème pour gagner du temps pour d'autres préparatifs de guerre. On va poser la question à nos invités pour savoir ce qu'ils en pensent déjà sur cet aspect et bien d'autres concernant cette guerre en Iran qui entre, pour rappel, dans sa 4e semaine. Tout d'abord, Akram Khaliev, bonsoir. Oui, bonsoir. Journaliste spécialiste en questions militaires et de défense, soyez le bienvenu. Vous nous parlez depuis Tunis. Merci pour l'invitation. Et avec nous également Nourdine Sadallah, enseignant en histoire. Vous intervenez, je crois, à partir de Genève. Merci d'avoir répondu présent. Tout à fait. Merci pour votre invitation. Et dans un instant, nous aurons avec nous Fatiha Dazihani, docteur en sciences politiques et spécialiste des pays du Golfe, dont il sera question avec nous ce soir. Alors, commençons d'emblée par cette question. Donald Trump reporte les frappes sur les centrales électriques iraniennes après un ultimatum musclé de samedi pour ouvrir le détroit d'Ormuz, car des discussions avec Téhéran seraient en cours, d'après lui, ce que Téhéran n'a pas tardé à dénoncer dans la foulée. Akram Khaliev, on est habitué à des déclarations d'un président américain qui dit tout et son contraire depuis le début de cette guerre, et ça semble continuer. Mais à quelle fin ? Bon, il faut toujours lier les déclarations de Donald Trump à la situation des marchés. Donald Trump, aujourd'hui, on est lundi matin, il a fait cette déclaration pour préserver l'ouverture des bourses américaines et donc essayer de garder, de prévenir un effondrement des indices boursiers et des valeurs et une augmentation subite des valeurs du pétrole. Donc c'est un message qui est adressé justement aux faiseurs de décisions financières plus qu'à l'opinion publique ou même aux partenaires iraniens, si on peut dire que ce soit un partenaire. Nourdine Sadallah, même question, sauf qu'on a appris à l'instant que le site Axios, le site médiatique Axios, a révélé que des pays comme la Turquie et l'Égypte avaient transmis des messages de la part de Washington en direction de Téhéran pour, on s'imagine, peut-être une sortie de cette guerre. Est-ce que Trump essaye de gagner du temps comme certains le laisseraient supposer, ou il s'agit réellement d'une volonté d'en finir avec cette guerre, tout simplement ? Alors, effectivement, il y a aussi cette volonté de gagner du temps. Il s'agit plutôt d'un repli partiel, une dispersion de leurs moyens et peut-être une réadaptation de posture face à un événement qui a fait aussi beaucoup couler d'encre. Il s'agit des 2 missiles balistiques qui ont été lancés par Téhéran et qui changent complètement la donne. On passe effectivement d'une portée de 2000 km à 4000 km
Et donc, l'île de Diego Garcia, qui est la base militaire, les yeux et les oreilles des États-Unis dans l'océan Indien, est aujourd'hui à portée des Iraniens. Et ça change la donne, mais totalement. La stratégie d'offuscation qui est menée par l'Iran lui permet aujourd'hui de remettre en question tous les postulats de départ qu'avaient les États-Unis d'Amérique ainsi que Israël, que les choses pouvaient être réglées en 5 semaines. Ils ont vraiment minimisé la capacité de riposte iranienne. On l'a vu, 900 frappes dans les premiers jours, en imaginant qu'effectivement, ils allaient pouvoir détruire un certain nombre d'armements iraniens. Ils ont tué, assassiné le chef d'État de l'Iran, l'ayatollah Khamenei. Ils ont pensé qu'effectivement, qu'en décapitant des têtes, ils allaient pouvoir aussi en finir rapidement. Ils s'étaient imaginé qu'en 5 semaines, ça allait être réglé. Ils se rendent compte qu'on est à la fin de la 3e semaine et c'est plutôt eux qui, aujourd'hui, ont des problèmes de réapprovisionnement pour faire face aux frappes iraniennes. Akram Khalif, à l'instant, Monsieur Saadallah a parlé de cet épisode du missile Kharamchar 4 qui a touché la base de Diego Garcia au sein de l'océan Indien, à 4000 km des côtes iraniennes. Donc, on s'était posé la question si cette attaque ou cet envoi de missiles plutôt avait peut-être changé la donne de cette guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'observateur, les spécialistes de la chose militaire? Je ne pense pas que ce soit l'élément déclencheur. C'est un élément parmi d'autres. On est en train de voir que les États-Unis et l'entité sioniste sont sur le recul chaque jour en ce qui concerne cette guerre. On a vu que les Israéliens, hier par exemple, sont restés pratiquement bras croisés face à l'attaque aux missiles balistiques iraniennes. Il y a eu des tentatives d'envoi de drones à partir de l'Iran sur les territoires occupés. Ça veut dire qu'on est sur une très forte attrition des capacités d'interception israéliennes, mais de manière plus générale dans la région. Ça veut dire que ça ouvre la porte à une nouvelle campagne, un nouveau type de campagne iranien contre ces objectifs. Ça commence à être intéressant aussi de constater que de nouveaux types d'armements, de missiles à fragmentation sont envoyés. Donc ces missiles-là ont pour but et ont pour résultat surtout d'éloigner le déploiement américain et le déploiement sioniste en termes d'aviation dans la région aujourd'hui. En fait, on a constaté dès le départ un recul de la première ligne qui était à Bahreïn, aux Émirats et au Qatar vers l'Arabie saoudite, la Jordanie et les territoires occupés. Aujourd'hui, ces 3 endroits-là ne sont plus à l'abri. À chaque fois que l'Iran envoie un missile à fragmentation, les Israéliens sont obligés de faire décoller immédiatement toute leur aviation et la faire sortir de la zone, donc aller vers l'ouest, au large donc des côtes des territoires occupés ou vers Chypre. Et ça a fait en sorte que les États-Unis ont délocalisé leurs avions qui étaient en Arabie, en Jordanie, dans les territoires occupés. Ils sont aujourd'hui à Krotiri, à Chypre, ils sont en Grèce, ils sont en Turquie. Et ça veut dire qu'au départ, une guerre où étaient programmés des raids d'aviation de 100, 200, 300 km, aujourd'hui s'est transformé en une campagne où les avions doivent faire plus de 2500 km pour atteindre leur cible. Une autre donnée très très importante, aujourd'hui, certaines informations ont fait état de la destruction de 90% de la flotte de drones Hermes 900 israéliens et de plus de 13 drones Predator. Donc c'est une capacité énorme qui est retirée de la première ligne, et cette capacité aérienne, elle correspondait
à cette possibilité de cette alliance israélo-américaine de cibler les lanceurs de missiles iraniens et de les détruire juste après leur tir. Donc, moins de drones dans le ciel, donc moins de capacité de tir et donc des tirs qui arrivent au but de manière beaucoup plus précise qu'en début de guerre. On me dit dans l'oreillette, en ce moment, Donald Trump fait un discours à Memphis et il le dit lui-même, d'ici 5 jours, il est persuadé qu'on trouvera une entente, une porte de sortie, une solution pour en finir avec la guerre. Monsieur Sadallah, est-ce que, bon, il faut prendre ces déclarations avec des pincettes, mais il y a quand même un fond dans ce type de déclaration, c'est que les Américains sont plutôt tentés d'une sortie de guerre. Comme vient de dire Akram Khrief, on est peut-être, on rencontre des problématiques par rapport à cette guerre de plus en plus, et ça se laisse sentir avec des déclarations. Alors, tout à fait, c'est ce que je disais. La guerre qui est menée par l'Iran, cette guerre d'offuscation, remet complètement les dogmes et les paradigmes de la stratégie de guerre que menaient les États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la pression aussi de la communauté internationale qui est portée aujourd'hui sur les États-Unis d'Amérique. La fermeture du détroit d'Ormuz, l'explosion, l'augmentation du prix du Brent sur les marchés fait que l'ensemble des pays, et même les superpuissances comme l'Inde, la Chine, on a aussi des puissances économiques et financières comme le Japon, qui font pression sur les États-Unis pour dire il faut trouver une sortie, en tout cas trouver une solution pour ouvrir le détroit d'Ormuz. 20% de l'économie mondiale passe par le détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut savoir aussi, si vous permettez, c'est que il y a 11 millions de barils de perdus. Le choc pétrolier de 1974, c'était 5 millions. Aujourd'hui, on est après 3 semaines, à 2 chocs pétroliers. Donc, on sent déjà, en tout cas en Europe, on sent l'augmentation au prix à la pompe à essence, mais on va sentir aussi les répercussions sur l'économie de marché. Au niveau de l'industrie, les prix vont aussi commencer à se faire ressentir dans l'augmentation des prix. Effectivement, c'est une inquiétude, hein, la pression sur les prix du pétrole et bien d'autres. Hein. On peut parler des ressources comme tout ce qui touche aux mines et autres. Hein, et c'est des vraies inquiétudes. En tout cas, la banque HSBC et Goldman Sachs, eux, tablent si la guerre continuait un baril à $130. Et certains disent que la guerre serait obligée, en tout cas, d'être vue d'une autre manière par les analystes américains, c'est-à-dire s'arrêter dans la minute. Akram Khrief, certains analystes occidentaux disaient pourtant il y a 10 jours que le nombre de missiles envoyés par Téhéran était en nette diminution. On a avancé le chiffre de moins 85%. Et puis tout d'un coup, il y a eu la séquence ou l'épisode de Diego Garcia. Selon le New York Times, même les militaires américains ont été pris au dépourvu par rapport à ce missile Khorramshahr 4 qui atteint entre 4000 et 5000 kilomètres. Est-ce que c'était une tactique des Iraniens de pas tout lancer d'un coup ou c'était simplement une préparation pour une guerre longue? Comment vous voyez la chose? Non, les Iraniens ont commencé un travail d'attrition sur les radars israéliens et américains, surtout dans toute la région. Les fameux THAAD. Ils ont multiplié, pas que les radars. Non, les radars, c'est les ANTP-Y2, donc, qui appartiennent au complexe THAAD. Donc les Iraniens ont ciblé ces radars-là, ils les ont graduellement détruits et en faisant ça, ils se sont ouverts une sorte de route aérienne où ils pouvaient lancer des missiles. Donc on a eu une concentration au départ sur les radars pour ne pas gaspiller justement de missiles et au fur et à mesure que
des voies s'ouvraient, ils essayaient d'atteindre d'autres cibles à l'intérieur des territoires occupés, des cibles de valeur. Hein. On a vu, ils ont ciblé Dimona, ils ont ciblé le port de Haïfa, ils ont ciblé plusieurs bases aériennes, des radars à l'intérieur d'Israël et aussi des complexes satellitaires. Donc, en fait, on a une maîtrise des Iraniens du nombre de frappes. Ce ne sont pas des frappes de vengeance qui se font de manière aléatoire, c'est parfaitement ciblé. Ils connaissent très bien, ils savent très très bien ce qu'ils font. Et je pense que tout ce travail préparatoire permettra à un moment où donc l'ensemble du système de défense israélien se sera effondré, d'envoyer des salves de drones, de centaines de drones sur des infrastructures à l'intérieur d'Israël afin de les détruire. Donc, c'est leur objectif. Ils maîtrisent parfaitement donc ils maîtrisent parfaitement leur plan. C'est un plan qui est travaillé depuis des années. Les moyens qui correspondent à ceux de l'armée iranienne sont en adéquation avec ce plan-là. Je pense que, mis à part une stratégie surprise des États-Unis qui prendrait totalement à contre-pied les Iraniens, ça sera très très difficile pour cette coalition de vaincre lors de cette guerre. Et j'accueille pour poursuivre notre conversation Fatiha Dazihani, docteur en sciences politiques et spécialiste des pays du Golfe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Fatiha, on l'a dit, hein, vous êtes spécialiste des pays du Golfe, et ces pays du Golfe ne sont pas tous inscrits à la même enseigne. C'est vrai que beaucoup de ces pays ont été attaqués, mais semblent être partagés entre la passivité et une volonté peut-être de rentrer dans la bataille. Comment vous voyez la chose ? Eh bien, écoutez, en fait, en tout cas, tous ces États ont exprimé, bien sûr, le même sentiment de sidération face à toutes ces attaques et à ces représailles iraniennes. Je ne dirais pas qu'ils sont passifs dans la mesure où, effectivement, en se défendant, évidemment, avec les fameuses batteries anti-missiles, pour le moment, et anti-drones, pour le moment, c'est leur moyen un peu de défense. Parce qu'elle ne voulait jusqu'à présent surtout pas rentrer justement dans ce cercle infernal que finalement cette guerre israélo-américaine contre l'Iran les met dans une situation un petit peu de piège, dans le sens où ces 6 pays sont pris entre deux feux. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement une différenciation entre certains pays qui sont moins impactés, en tout cas, par ces représailles iraniennes que d'autres. Ceux qui sont en front line, si vous voulez, vraiment sur le devant de la scène, c'est ces petites monarchies qui sont les plus vulnérables, qui sont situées donc sur la rive arabe du Golfe Persique, et qui sont depuis le Koweït, qui abrite 5 bases américaines, hein, c'est énorme, avec près de 13 500 GIs prépositionnés. Donc c'est vraiment l'émirat qui accueille le plus grand nombre aussi d'effectifs prépositionnés et de matériel. Vous avez le Bahreïn qui accueille la 5e flotte américaine. Vous avez bien sûr le Qatar avec l'US CENTCOM dans la base d'Al Udeid, et vous avez les Émirats arabes unis qui sont effectivement ceux qui subissent le plus depuis le début de cette guerre le 28 février les représailles iraniennes. Et vous avez ensuite les 2 grands États qui sont les plus résilients et qui sont ceux, à mon avis, autour desquels se reconstruira finalement cette architecture de sécurité régionale, l'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman. Hein.
Les Émirats arabes unis sont, et de loin, le pays qui subit le plus les représailles iraniennes, comme je le disais. 50% des frappes sont concentrées sur les Émirats. On l'a compris, c'est clairement l'alignement émirati sur, si vous voulez, l'approche sécuritaire d'Israël qui est la cible. Et c'est aussi, la deuxième raison, c'est que les Émirats arabes unis sont, si vous voulez, l'économie la plus mondialisée, hein, la plus interconnectée. Et donc, c'est clairement le pays cible et qui impacte le plus, si vous voulez, sur l'économie mondiale, avec le Qatar quand même, puisque le Qatar, évidemment, avec son champ gazier à Ras Laffan, qui concentre 20% de la production mondiale du gaz naturel liquéfié, est également, bien sûr, une cible en termes d'impact pour l'économie mondiale. Et c'est ce qui fait le plus mal au président américain Trump, qui finalement ne réagit aux pressions que parce que lui disent les marchés, hein, apparemment. Hein. Et il est embarqué aussi dans cette guerre où il semble naviguer à vue, parce que chaque jour, on a droit à un lot de déclarations aussi contradictoires les unes que les autres. Hein, la dernière en date, c'était de menacer de frapper toutes les centrales électriques iraniennes. Et bien, on a vu qu'il a tout de suite reculé parce que, évidemment, l'impact de telles frappes serait bien pire, enfin, les conséquences seraient bien pires que tout. Et donc là, on entend parler de nouvelles tentatives de négocier directement avec les Iraniens. Justement, vous en pensez quoi de ce qui se dit par rapport à ces canaux de négociation avec les Iraniens? Tout a été dit durant une semaine de la part de l'intéressé lui-même, hein, Donald Trump. Comment peser ce type de déclaration, selon vous? En tout cas, les Iraniens sont quand même, de ce point de vue-là, en position de force, dans la mesure où les Iraniens étaient de bonne foi et négociaient pleinement à travers la médiation omanaise la veille de cette offensive absolument incroyable, alors qu'on était sur une négociation qui visiblement donnait des résultats. Hein. Et de ce qu'on comprend de ce que disent les Iraniens, c'est qu'ils n'ont évidemment plus aucune confiance dans les déclarations américaines de volonté de négocier, et on peut les comprendre, parce qu'ils ont quand même été pris par 2 fois à défaut, en juin dernier, et puis cette fois, en juin 2025, et puis cette fois-ci. Donc, ce qu'exigent apparemment les Iraniens, c'est de discuter avec le vice-président américain, Vance. Et ils ne veulent plus entendre parler, visiblement, de Witkoff ou de Kouchner, hein, qui étaient les négociateurs en présence à la veille de l'offensive israélo-américaine. Donc à Masrat et à Genève, puisqu'il y a eu deux pourparlers lors de ces, vous avez dit là en juin et dernièrement, donc c'était fin février. Madame, quelle que soit la manière dont se conclura cette guerre, les relations entre l'Iran et les pays du Golfe, qui n'étaient pas au beau fixe, certes auparavant, risquent encore d'être exacerbées. Il y aura sans doute un changement par rapport à la question du parapluie sécuritaire américain financé par les fameux radars THAAD, pas seulement les radars THAAD, mais bien d'autres arsenal sécuritaire américain, le radar THAAD qui a coûté 2 milliards de dollars quand même, hein, qui est complètement détruit à l'heure où on parle. C'est toute la région qui va changer, quelle que soit l'issue de la guerre. Il y aura un avant et un après. Qu'il y ait un avant et un après, ça me paraît, oui, tout à fait possible. Maintenant, dire que ça va radicalement changer, en tout cas, ça va pas radicalement changer, si vous voulez, instantanément, parce que c'est très compliqué de démanteler une telle architecture de sécurité qui a été basée pendant plus de 30 ans sur ces bases militaires américaines, notamment, et tout l'équipement militaire est
en tout cas en Arabie Saoudite, à 90% américain. Même si il se diversifie plus aujourd'hui, ça va être très très compliqué de changer intégralement, si vous voulez, de mécanismes de sécurité. Mais il est clair que, bien sûr, que sur un plan psychologique et structurel, il est évident qu'aujourd'hui, le fait d'abriter ces bases américaines pose beaucoup plus de problèmes pour leur sécurité à ces pays qu'ils n'offrent une protection. Hein. La preuve, les Iraniens, effectivement, avaient prévenu que les premières cibles seraient les installations militaires américaines dans ces pays. Et ensuite, donc, tout ce qui est intérêt américain en termes de compagnies multinationales, etc. Mais il est clair que des questions se posent et que déjà, de toute façon, l'Arabie saoudite, depuis le cycle de guerre enclenché après les attaques du 7 octobre 2023, toutes ces guerres enclenchées par Israël, l'Arabie saoudite a de plus en plus voulu se concerter avec d'autres grands pays voisins, dont la Turquie, le Pakistan aussi, pour diversifier sa possibilité de se protéger et d'imaginer une sécurité régionale impliquant beaucoup plus les acteurs régionaux afin de moins dépendre justement des pays occidentaux. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui se pose, mais on voit bien que les Émirats arabes unis, eux, jouent vraiment le tout pour le tout, parce que ils sont un petit peu même en dissonance par rapport même aux autres monarchies du Golfe, parce que eux font déclaration sur déclaration en disant que, au contraire, ils vont renforcer leur coopération sécuritaire et militaire avec les États-Unis et avec Israël, alors que les autres pays ne sont pas du tout sur ce narratif. Merci Madame d'avoir été avec nous, Fatiha Dazihani, docteur en sciences politiques et spécialiste des pays du Golfe. Merci pour vos explications, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors, nous arrivons à la fin de la première partie, mais nulle inquiétude, on revient pour une seconde afin de poursuivre nos échanges. On a encore beaucoup de choses à nous dire. À tout de suite. Seconde partie consacrée à l'Iran, seconde partie d'une émission, notre fil rouge consacré au dossier iranien et cette guerre qui entame sa 4e semaine. D'après Trump, une solution sera ou serait trouvée, on utilise le conditionnel, dans 5 jours. Les Iraniens de leur côté ne l'entendent pas de cette oreille. Juste avant la coupure de la réclame, on parlait avec le docteur Fatiha Dazihani, spécialiste des pays du Golfe, qui nous disait que ces pays n'étaient pas tous inscrits à la même enseigne, il y a un dilemme, en même temps, est-ce que certains pourraient entrer dans la guerre, eux qui ont été durablement bombardés? Alors on a par exemple le cas de Oman qui affiche habituellement une posture de neutralité, qui a été ciblée par l'Iran. On dit qu'actuellement, les pays du Golfe perdraient entre 700 et 1,2 milliards de dollars jour, à cause, bien entendu, ce sont des pays exportateurs de gaz et de pétrole dans la région, donc à cause du conflit, forcément, il y a une perturbation profonde qui est installée, et il y a un pays plus durablement touché que les autres, il s'agit des Émirats arabes unis. Pourquoi? À cause de la proximité avec l'entité sioniste, c'est en tout cas ce que nous disait Fatiha Dazihani. Alors on reste encore sur cette question des pays du Golfe et leur positionnement dans cette équation de cette guerre contre l'Iran. Akram Khalif, en visant les pays du Golfe, quelle a été au fond la stratégie de l'Iran? Est-ce qu'il s'agissait d'en finir avec peut-être des espaces qui depuis trop longtemps servaient d'espionnage ou de coercition à l'endroit de Téhéran? C'est de cela qu'il s'agit, et peut-être c'est de cela qu'il sera définitivement révolu après la guerre, si on trouve une solution? Golfe sont un élément essentiel à la survie contre les sanctions de l'Iran. Je pense que s'ils ont été contraints à faire ce qu'ils ont fait, donc bombarder certains pays, c'est que
la situation était intenable et l'Iran compte aller jusqu'au bout dans leur guerre. Je pense que les Iraniens ont d'abord ciblé l'infrastructure américaine dans la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer d'éloigner au maximum les capacités aériennes et la logistique américaine. Aujourd'hui, les navires de l'US Navy qui auraient en théorie dû se réapprovisionner en missiles, en nourriture, en eau, etc. à Bahreïn, doivent le faire à 4000 km de là, à Diego Garcia. Les avions qui devaient décoller de la Hodeid ou d'Abu Dhabi doivent aujourd'hui décoller de Grèce, hein, c'est dire. Donc, c'était l'objectif principal. Je ne pense pas que les Iraniens aient derrière la tête l'idée de détruire les pays du Golfe. Ils leur sont très utiles. Il y a énormément d'intérêts financiers iraniens au Qatar et aux Émirats en particulier. Beaucoup d'intérêts aussi et de proximité religieuse avec Bahreïn, qui est en majorité chiite. Il ne faut pas oublier aussi que l'Iran ménage l'Arabie saoudite à cause de l'importance de la minorité chiite qui se trouve à l'est du pays, mais aussi la présence des lieux saints de l'islam. Donc, c'est dans une position d'inconfort total que l'Iran a été contraint d'attaquer ces pays-là. Je pense qu'ils l'ont fait particulièrement pour aveugler les États-Unis et l'entité sioniste. D'un point de vue politique, il me semble que la volonté de Téhéran de faire ce qu'elle a fait, c'est aussi de contraindre les pays du Golfe à appliquer une pression intolérable sur le président Donald Trump et en réalité, ne lui laisser qu'un seul choix, celui de ou bien s'éloigner, s'écarter de l'entité sioniste ou bien divorcer totalement avec ces pays-là. Et le choix pour Donald Trump est cornélien. Hein. C'est très, très compliqué pour lui de se dissocier de ces deux entités qui le servent en parallèle et qui servent les États-Unis en parallèle. Mais cette pression qui est exercée aujourd'hui sur ces pays-là, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas les capacités ni la résilience pour faire face à cela, va probablement donner ses fruits dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Nordine Sadallah, ce sont des pays du Golfe qui ont investi depuis pas mal d'années sur une sorte de vitrine, sur une sécurité financière. C'était une forme c'est un modèle économique en soi. Ce sont des hubs aussi pour pas mal de domaines technologiques. En tout cas, ils ont beaucoup investi dans comme on dit trop facilement, le soft power, c'est-à-dire la vitrine comptait beaucoup. Avec ces bombardements, ça va être très compliqué de se reconstruire. En tout cas, ça va prendre du temps. Alors, ça va très certainement prendre plusieurs années, tout en sachant aussi que, et on l'a vu, plusieurs personnes ont quitté aussi la région. C'est pas certain effectivement qu'ils reviennent au vu effectivement de l'instabilité. Ce serait vraiment intéressant de revenir sur ce qu'a pu dire notre collègue auparavant, et notamment sur les divergences que l'on a vu naître dans ce monde arabe. La guerre Iran-États-Unis-Israël, elle n'a pas du tout unifié. Elle a au contraire révélé qu'il y avait des divergences et au moins 4 blocs qu'on peut définir au travers de 3 critères. Le premier, c'est le rapport à l'Iran comme menace immédiate. Et on a vu qu'il y a plusieurs pays qui se positionnent de manière différenciée. Le deuxième, c'est le degré d'intégration au dispositif sécuritaire américain. Et on le voit, on a des positionnements aussi différenciés, notamment celui de l'Arabie saoudite, qui cherche aussi quelque part à s'affranchir de ce point d'appui américain. Et enfin, c'est la volonté d'autonomie stratégique face à Washington. On a vu plusieurs pays arabes aussi reprocher aux Américains finalement d'avoir été la cible des frappes iraniennes. Alors, on peut aussi dégager donc 4 blocs, c'est ce que je disais. Le premier bloc, ce serait
le bloc Abraham sécuritaire. Bahreïn, Émirats Arabes Unis, qui sont les plus intégrés finalement dans cette architecture américano-israélienne. Donc eux, leur objectif effectivement, c'est la protection de leur territoire, la protection de leur infrastructure critique, de leurs ports et leur exportation énergétique. Ensuite, on va avoir le bloc des alliés américains, mais en quête d'autonomie. On va retrouver l'Arabie saoudite. On aura pour le troisième bloc des partenaires américains, mais qui sont critiques vis-à-vis de l'escalade. C'est le cas, par exemple, du Qatar. Et enfin, le quatrième bloc, qui est plutôt le bloc médiateur et anti-embrasement. Et là, on va retrouver effectivement Oman. Ce qui est intéressant, c'est aussi le recul qui est pris par d'autres pays comme la Jordanie, l'Égypte et le Koweït. Et qu'on va très certainement voir où ils vont devoir se positionner si y a un prolongement de la guerre. En effet, on a parlé donc de ces pays, on a parlé d'Oman, on a parlé un peu des Émirats Arabes Unis, mais il y a un pays aussi qui est une puissance d'équilibre dans la région, en tout cas qui le devenait de plus en plus et qui est en train de développer une politique du multilatéralisme, à savoir l'Arabie Saoudite. On se rappelle d'ailleurs de la réconciliation historique avec Téhéran sous l'égide de la Chine. On sait également qu'il y a un partenariat de défense avec le Pakistan. Akram Khrief, comment vous placeriez l'Arabie Saoudite dans cette équation du Moyen-Orient et comment elle risque d'évoluer après cette guerre? Les Riyad est dans une situation très très difficile. Ils ont les capacités militaires théoriques pour entrer en guerre contre l'Iran, frapper l'Iran. Ils disposent de missiles balistiques, ils disposent d'une très bonne aviation. Ils sont alliés militaires du Pakistan qui est voisin de l'Iran et qui pourrait, avec Riyad, prendre en tenaille l'armée iranienne. Tout ceci fait que Riyad a une option militaire qui est très très franche. Pourtant, elle ne l'utilise pas. Ne l'utilise pas parce que je ne pense pas qu'elle puisse encaisser le coût d'une guerre sur le plan humain. Elle ne peut pas encaisser le nombre de morts et elle ne peut pas aussi encaisser une longue guerre, donc une attrition qui lui serait imposée par les Iraniens. Et le Yémen aussi. Et le Yémen aussi qui pourrait aussi les prendre en sandwich. C'est compliqué pour Riyad. Je pense qu'on entre dans une nouvelle phase. Il n'y a plus de multilatéralisme, il n'y a plus de rapprochement avec les Iraniens. Il y a encore moins de divorce avec les Émiratis. Je pense que ça va consolider le bloc du GCC plus qu'autre chose. Mais encore une fois, la véritable question, c'est est-ce que les États-Unis vont céder et dépeupler donc les bases états-uniennes dans la région, comme c'est un peu le cas aujourd'hui en Irak, par exemple. On a une mission de l'OTAN qui a été haltée. On a énormément de personnel militaire qui ont quitté précipitamment l'Irak. Est-ce qu'on est prêt de voir ça demain dans le GCC, donc le Conseil de coopération du Golfe? Je ne sais pas. C'est à eux de décider. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est est-ce que tout ceci ne contribue pas à alimenter une sorte de false flag des États-Unis qui vont essayer de frapper de manière différente les Iraniens? On a eu des campagnes médiatiques toute la semaine dernière et même un peu avant sur des tentatives américaines de prendre des îles dans le détroit d'Ormuz, de prendre l'île de Khark. Les Iraniens se préparent à ça. Moi, il me semble réellement que l'effort de débarquement américain va probablement se faire plutôt dans la région dans le port de Chabahar, dans le Baloutchistan iranien,
à quelques kilomètres de la frontière pakistanaise sur la mer d'Oman. Et c'est là, donc tout serait misé par les États-Unis sur un débarquement là-bas, sachant que c'est une région qui est très très éloignée de l'hypercentre iranien et qui est sujette à une rébellion. Donc, je pense qu'on est en train de vivre une séquence d'animation géopolitique, de propagande, pour éloigner les regards de Téhéran sur cette région-là qui est très, très sensible. Si c'est le cas, on pourra, je pense, voir une intervention, même discrète, de l'Arabie saoudite aux côtés des Pakistanais dans cette région. Nordine Saad-Allah, peut-être une réaction sur la place de l'Arabie saoudite dans cette équation, ou peut-être ces espaces qui demeureraient sous tension malgré un cessez-le-feu, malgré une porte de sortie, mais quand même les foyers de tension ne manquent pas dans la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, c'est ce que je disais. L'Arabie saoudite est centrale ici dans l'équation. Alors, on voit Riyad, elle condamne à la fois les attaques iraniennes, mais en même temps critique les États-Unis et le fait d'être rentrés en guerre et que les pays finalement du Moyen-Orient en sont les victimes. Il coordonne aussi parallèlement, diplomatiquement, le front arabe. Et malgré tout, il reste militairement lié aux États-Unis. Le Royaume, d'un autre côté, ne veut plus dépendre exclusivement de Washington. Il y a un pacte de défense, comme vous l'avez souligné, et comme Akram l'a souligné, un pacte de défense qui a été signé avec le Pakistan en septembre 2025, qui montre clairement une volonté de diversification assumée de sa sécurité, et ce, dans un contexte de confiance plus faible aussi vis-à-vis du parapluie américain. Mais ce même avant la guerre. L'Arabie saoudite, elle est donc ni dans la rupture avec les États-Unis, ni dans un alignement passif. Elle est plutôt dans une recherche, on va dire, d'autonomie stratégique graduelle. Voilà, elle va jouer sa propre carte. Alors, il y aurait, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, il y aurait bel et bien eu des discussions entre Téhéran et les États-Unis. Téhéran avait avancé certaines conditions pour cesser les combats, à savoir des compensations, bien entendu, et également une reconnaissance d'une agression de l'axe américano-sioniste. Pour l'instant, les conditions n'auraient pas été acceptées par Washington pour l'instant, mais dans ce type de situation, les événements avancent vite. Et c'est tombé ce matin, une autre information qui est tombée ce matin, qui est apparue au New York Times. Alors à la veille, c'est le New York Times qui le dit, à la veille de la guerre contre l'Iran, donc on est vers le 26-27 février, le Mossad aurait convaincu Netanyahou et Trump qui pourraient déclencher des protestations en Iran qui conduiraient à des changements politiques s'il y a des bombardements. Cela ne s'est pas produit 3 semaines après. Et toujours dans le New York Times, il y a eu après cela des évaluations des mêmes services de renseignement, c'est-à-dire le Mossad et certains services de renseignement américains, que le gouvernement iranien, à l'heure où on parle, continue de fonctionner comme si de rien n'était. Akram Khiev, pour la première fois, nous avons une information qui émane du fond de l'administration et même des services de renseignement américains et sionistes, que c'est bel et bien un échec, cette séquence de bombardement qui visait l'Iran. C'est un échec. En tout cas, la stratégie de bombarder pour obtenir un changement de régime et une révolution populaire par la rue, ça a clairement échoué. Au contraire, on est en train de voir tous les soirs des manifestations de résistance de la population qui soutient son gouvernement. On n'a pas vu, les échos que j'ai, moi, de Téhéran et des autres villes d'Iran, c'est que la vie est normale. La seule chose qui est interrompue, c'est l'école qui se fait sur Internet aujourd'hui. Mais le reste, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes de manière tout à fait normale. Donc, sur ce point de vue-là, les États-Unis ont clairement échoué. Ils n'ont pas essayé uniquement à faire cela par le bombardement. Ils ont essayé aussi les 3 premiers jours des attaques qui ont suivi les attaques
a activé la carte kurde. Ils ont tenté de faire rentrer des milices kurdes d'Irak et d'Azerbaïdjan pour menacer le nord du pays. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette carte des minorités ethniques est une carte qui subsiste dans l'imaginaire états-unien ou de cette coalition-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une possibilité qu'ils utilisent la carte des Balouches, celle des Arabes de la région du Khuzestan. Donc il y a des minorités à mobiliser encore, mais ça reste très très loin d'être suffisant pour renverser le régime. Je pense qu'aujourd'hui, Washington et probablement Tel Aviv mis sur une sorte de balkanisation ou rêve d'une balkanisation de l'Iran avec des régions qui se rebelleraient contre l'autorité centrale. On est très très loin de là. Et pour le moment, ce que je vois, c'est que l'armée iranienne est en train de résister, la population est en train de montrer un degré de résilience qui est énorme. On a vraiment l'impression que le monde oublie que l'Iran a passé 8 années d'une guerre horrible face à l'Irak, qui est une guerre d'une proportion aussi grande que celle de la Première Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts. Et ça n'a pas ébranlé en l'état l'ADN de ce pays-là. Ce ne sont pas ces campagnes de bombardement qui vont changer, à mon avis, quoi que ce soit. Alors, le site Axios nous dit que le vice-président J.D. Vance serait en pourparlers avec Netanyahou pour trouver justement une sortie de crise à cette guerre. Alors, Nordine Sadallah, c'est vrai qu'au sein de cette administration américaine, on en avait parlé ici même toute la semaine, il y a peut-être des divergences au sein de ce cercle trumpien. Bien entendu, il y a les néoconservateurs, enfin c'est comme ça qu'on les appelle vite fait, mais ce sont des néoconservateurs, ils ont une approche impérialiste à l'endroit du Moyen-Orient. Il s'agit de Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner. Et puis, d'un autre côté, il y a peut-être ce J.D. Vance. D'ailleurs, les Iraniens le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont prêts à discuter seulement avec lui. Alors, oui, il y a... Le Congrès américain n'a pas voté la guerre. La Chambre s'était même réunie le 4 mars, me semble-t-il, pour essayer de faire voter une loi pour minimiser les pouvoirs du président américain concernant sa capacité à pouvoir entrer en guerre. De la même manière, le Sénat américain s'était réuni le 14 mars, mais il a été bloqué effectivement par les républicains. Ce qui veut dire que les élus représentants du peuple américain ne voulaient pas de cette guerre. Donc on a effectivement une population, un peuple américain et puis ses représentants qui aujourd'hui somme le président de reculer. Alors de la même manière, le coût, si on était, on est dans la théorie des jeux. Dans une guerre, on est dans une maximisation des gains et une minimisation des pertes. Dans ce cas de figure, effectivement, c'est un échec total pour les États-Unis d'Amérique. Total. Donc, ce calcul est fait aussi par les économistes, les élus représentants du peuple américain, qui voient un échec total. Alors, dernière question, Akram Khrief, un intervenant avait fait cette remarque ce matin en disant qu'au fond, si les Occidentaux refusaient que l'Iran accède à la puissance nucléaire, c'est qu'ils tiennent au monopole que l'entité sioniste en la matière en est la seule capacité. L'entité sioniste serait par essence la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. On oublie peut-être le Pakistan, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on verrait la chose. Justement, on oublie de le dire, mais qu'il y avait une fatwa de l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire un avis religieux, juridique, contre l'arme atomique. Elle était signée l'ayatollah
l'ayatollah, feu ayatollah Khamenei. Aujourd'hui, au vu du changement des choses, de la guerre, des événements qui se précipitent, est-ce que l'Iran aurait en tout cas toutes les raisons de sanctuariser leur territoire avec justement l'arme atomique, tout simplement? Oui, je pense que c'est un des objectifs de l'Iran. L'Iran, si elle disposait de cette arme nucléaire, elle pourrait négocier d'une manière différente avec les États-Unis et avec l'entité sioniste. Il pourrait travailler sur une solution d'accalmie très, comment dire, très durable pour la région. On oublie aussi que l'Arabie saoudite est sous le parapluie militaire nucléaire pakistanais et que en soi c'est pratiquement devenu une puissance nucléaire. On a d'autres acteurs dans la région qui courent derrière cela. Je pense que l'idéal serait de démilitariser ou dénucléariser le Moyen-Orient de manière générale et revenir à des garanties autres pour cette région-là qui est vraiment sous la menace aujourd'hui de cette hégémonie voulue par Israël et qui est en train petit à petit de faire basculer toute la région dans le chaos. Conclusion signée Akram Khriv, journaliste et spécialiste des questions militaires et de défense. Merci d'avoir été avec nous, Akram Khriv. Je vous dis à bientôt. Merci pour l'invitation et à bientôt. Je tiens à remercier également Nordin Sadallah, enseignant en histoire qui nous parlait à partir de Genève. Merci d'avoir été des nôtres. Est-ce qu'il m'entend? Merci à vous. À bientôt. Merci. L'émission spéciale consacrée à la guerre en Iran se conclura ici, mais on suit les événements naturellement à Al-24 pour vous faire parvenir les dernières informations tout simplement. On en parle tout au long de nos programmes. À très vite en tout cas pour d'autres éditions consacrées à l'Iran et bien d'autres sujets. À bientôt et bonne suite des programmes sur Al-24 News.